Donc, le deuxième sujet qu'on voulait traiter concernant l'adolescent, c'était les conduites à risque de l'adolescent séropositif. Je voulais replacer les choses dans le comportement adolescent habituel dont il est attendu au sein d'une dynamique adolescente qu'un adolescent pose certains problèmes. Et donc, ce qui est souvent évoqué quand on parle des problématiques de conduite à risque adolescente, dans une population en général, ça va être les problèmes de consommation, d'alcool, tabac, de drogue, les questions liées à la sexualité avec l'acquisition d'infections sexuellement transmissibles ou le problème des grossesses non désirées, les questions d'actes antisociaux, de violence, de délinquance, et puis des problèmes plus médicaux autour de conduite suicidaire, d'accidents dont on sait qu'une certaine proportion des accidents, notamment de roues des adolescents, sont aussi des équivalents un peu suicidaires, les désordres alimentaires. Donc ça, c'est ce qu'on voit chez des adolescents en général. Alors, on peut se dire que dans notre pratique, en fait, certaines de ces choses posent problème et il y a par contre assez peu de conduites suicidaires actées en tant que telles avec les moyens habituels, mais qu'on peut se dire que l'inobservance thérapeutique, voire l'arrêt radical de tout traitement antirétroviral, est tout à fait assimilable à une conduite suicidaire. Donc on va reprendre parce que trois thématiques, parce qu'elles existent et qu'il y a un petit peu de données dessus pour vous parler de la question des consommations, des questions autour de la sexualité et de l'inobservance thérapeutique. Alors, quand est-ce que c'est normal? Quand est-ce que c'est pas normal? Une prise de risque, c'est la marque de l'entrée dans l'adolescence. Un adolescent qui grandit normalement doit se découvrir, tester ses limites, là aussi, jouer un peu avec la mort dans la réalité ou dans le fantasme, de s'y intéresser, se poser cette question-là, chercher qui il est, qui il veut devenir, qui sont ses modèles, qu'est-ce qu'il veut être dans la vie, qui sont ses amis, qui il a envie d'imiter, de qui il est proche, et puis revendiquer et apprendre l'autonomie de ses faits, l'autonomie de sa propre pensée. Et donc tout ça, c'est un travail qui se fait et qui se fait sur des années, bien sûr, pour passer d'un stade d'enfant à un stade d'adulte. Mais dans toutes ces dynamiques adolescentes, certaines, plus que d'autres, vont exposer l'adolescent à des risques sanitaires. Et ces risques sanitaires, quand on est médecin, c'est là qu'on va être en interface dans cette question et que du coup, on va avoir à être un peu plus éventuellement interventionnel sur un adolescent qu'on s'estime en danger particulier sur lequel on va vouloir se réfléchir et agir. Alors, il y a quelques années une étude qui a été faite en Suisse sur les conduites à risque chez les adolescents ayant des maladies chroniques, quelles qu'elles soient. C'était un autoquestionnaire, comme vous voyez, sur un très grand nombre d'adolescents qui ont rempli cet autoquestionnaire en classe, dans leur salle de cours. Et il y a eu, par rapport à des données existantes, un matching des cas avec les données santé pour savoir qui de ces adolescents avait une maladie chronique, et ça représentait quand même 10% de l'échantillon testé. Et vous avez vu que finalement, pour quasiment toutes les problématiques à risque, il y a un petit sur-risque chez les adolescents atteints de maladies chroniques par rapport aux adolescents tout venant, et qui est probablement en grande partie médié par vous voyez la proportion plus importante de syndrome dépressif tel que jugé par l'adolescent lui-même. Il n'y a pas intervention d'un psychiatre qui fait un diagnostic dessus. Alors on va revoir qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on a comme information sur ces différentes questions. Alors dans la cohorte française de l'EPF, on avait
regardé quelle était la consommation en alcool, en tabac des jeunes, et on voit qu'en tout cas, en France, la consommation d'alcool n'apparaît pas supérieure et est probable à celle de la population générale, et qu'au niveau du tabac, on a des jeunes qui sont plutôt plus dans des comportements de santé, et ça c'est en tout cas notre vécu au quotidien, ce n'est pas seulement la question de répondre au questionnaire. Nos jeunes séropositifs suivis tendent quand même plutôt à moins fumer que la population générale qu'on voit à côté. Alors, la sexualité, elle pose des questions autour de la norme, autour d'une sexualité transgressive, autour des risques qu'on peut prendre et recevoir à l'occasion des relations sexuelles dans toujours l'interface avec notre positionnement de médecin. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la sexualité et l'âge au premier rapport est extrêmement variable en Afrique. Au dernier congrès d'Afravi en mars à Genève, il y a eu une table ronde où ces sujets étaient évoqués et on voit que c'est extrêmement variable. Il n'y a vraiment pas de « nous en Afrique, on fait comme si ». Ça, c'est déjà souvent pas vrai, mais en termes de premières relations sexuelles, particulièrement pas vrai, avec des tendances quand même globales à une précocité plus grande autour de l'Afrique centrale. On avait pas mal d'intervenants qui venaient du Congo, du Gabon, qui racontaient des débuts de sexualité à 11-12 ans, et dans des pays sahéliens, plus 17-18. Donc il y a une gamme, il y a des variations, et du coup des pratiques qui sont plus ou moins admises selon les groupes et les pays. Autour d'une sexualité débutante, il y a la question aussi de découvrir une orientation sexuelle et la question de l'homosexualité qui est quelque chose qui a fait débat à une des dernières formations qu'on a fait ici. La perception de risque aussi, quand un jeune séropositif conçu à des relations sexuelles et des relations sexuelles non protégées, finalement, pour qui est-ce que c'est le plus dangereux? C'est peut-être pas forcément pour l'autre, ça peut être pour lui aussi. La question de déjà être rentré finalement dans un âge adulte par le fait d'avoir des relations sexuelles, alors même qu'on n'a pas été jugé suffisamment adulte pour qu'on vous informe de votre propre séropositivité. Et ça, c'est une vraie question et qui retrouve le débat qu'on venait d'avoir. Le fait que du coup, on ne parle pas de ça, mais on ne parle pas non plus en consultation de façon suffisante de la sexualité, de la contraception, parce que quand on n'imagine pas nos jeunes sexuellement actifs, et notamment s'ils sont petits pour leur taille, etc., CF, le débat précédent, on les sous-estime en termes de maturité et de souhaits sexuels. L'utilisation du préservatif, les questions autour de l'information du partenaire, les questions autour de la transmissibilité et des lois qui varient sur la pénalisation de la contamination, qui sont différentes selon les pays. Mais aussi, j'ajoute la question de la pénétration anale, qui est un réel souci, parce que c'est très sous-estimé par nous tous en termes de pratique des jeunes, et que quand il y a des enquêtes dans plusieurs endroits du monde sur les pratiques réelles, on voit que c'est une pratique fréquente qui peut aller jusqu'à 40%, donc ce n'est pas rien du tout, et qui est motivée par un certain nombre de choses, dont la question de ne pas du tout savoir qu'il y a un risque en termes de VIH, et par contre de penser que ça protège la virginité de la fille. Donc il y a vraiment, en ne parlant pas de ce genre de choses, on encourage aussi des pratiques qui sont dangereuses. Alors, par exemple, en France, on a regardé à quel âge les jeunes séropositifs suivis depuis la naissance avaient leur premier rapport sexuel. Et en France, c'était 16 ans pour les garçons, 17 ans pour les filles, ce qui se retrouvait être très proche de ce qui était l'âge au premier rapport également en France, dans la population générale. Par contre, on voit quand même, et ça pose ce que je veux développer un peu après,
que quand on se repart un peu plus tard dans notre étude, qui est l'étude Covert, qui est l'étude épidémiologique qui suit les jeunes suivis depuis la naissance, mais qui ont maintenant entre 18 et 25 ans, et qu'on leur demande si, à l'âge qu'ils ont actuellement, ils ont déjà eu un rapport sexuel, là, vous voyez qu'on a une autre information. On avait une plus précocité chez les garçons que chez les filles, mais là, on voit que finalement, moins de garçons à l'âge de 21 ans ont eu de rapports sexuels que les filles. Et ça, c'est intéressant parce qu'on reverra tout à l'heure qu'il y a beaucoup de conduites d'évitement quand on se sait potentiellement dangereux. Et dans l'impossibilité à dire, beaucoup de garçons choisissent plutôt de rompre avec la jeune fille avec laquelle ils voudraient être, plutôt que d'être dans la difficulté de l'annonce encore. On retrouve encore la question de l'annonce. Utilisation du préservatif parmi les jeunes sexuellement actifs dans cette cohorte. Chez les garçons, c'était 65% qui racontaient qu'ils utilisaient le préservatif et 14% qui disaient qu'ils ne l'utilisaient pas systématiquement. Il y avait un questionnaire médecin qui était exploité en parallèle et qui retrouvait les mêmes chiffres. Pour les filles, 65% aussi disent utiliser le préservatif, mais par contre, à la question de l'utilisez-vous systématiquement, 56% des filles disent qu'elles ne l'utilisent pas systématiquement. Alors que si on pose la question aux médecins, 12% pensent que les jeunes filles, ces mêmes jeunes filles, ne l'utilisent pas systématiquement. Donc on voit bien que le médecin sous-évalue beaucoup ce que fait la personne qui est en face, et que ça montre bien aussi que ça n'a pas fait l'objet d'un échange réel de discussion, mais juste d'une impression comme ça, avec toute sa subjectivité. Et puis, donc, parmi les filles, certaines utilisent préservatif et pilule, et puis certaines la pilule seule, ce qui pose quand même une question. Alors, question, je vous disais, une des questions que pose la transmissibilité, c'est la question autour de transmissibilité et charge virale. Et là, c'est quelque chose qui a quand même un champ qui a beaucoup évolué toutes ces dernières années, avec des études de plus en plus nombreuses qui nous montrent à quel point le risque de transmissibilité est excessivement réduit quand on a une charge virale indétectable. Et donc ça, c'est important, c'est répliqué et répliqué dans tous les contextes, avec celle-ci qui est par exemple l'étude du Rakai qui est en Ouganda, donc, qui a été rapportée il y a un certain nombre d'années, mais des études se sont vraiment accumulées depuis sur les couples sérodifférents pour montrer que le risque est infime, voire nul pour les Suisses qui en ont fait un certain manifeste à un certain moment. Mais donc, ça, c'est un message du coup extrêmement important et très motivant pour les jeunes par rapport à l'observance thérapeutique. Le fait de se dire qu'il est montré que quand on prend très très bien son traitement et que sa charge virale est infime, le risque de transmettre à l'autre devient très faible. Alors, la question de révélation du statut aux partenaires, toujours par les jeunes, on a plusieurs études différentes. On a une étude qui avait été présentée au workshop il y a 1 an et demi de Tassiopoulos qui faisait état d'un auto-questionnaire administré à leur population de jeunes ayant dépassé l'âge de 10 ans. Et on voit que parmi ceux qui étaient sexuellement actifs, c'était 28%, donc à peu près un quart, qui avaient pu parler de leur séropositivité à leur partenaire. Alice Caboret a fait une communication à Fravi pour parler un petit peu du vécu des jeunes de leur cohorte, et en disant que quand ils avaient, pour ceux qui avaient un âge moyen de 17 ans, donc 2 tiers d'entre eux avaient une relation amoureuse, 33%, donc un tiers, décrivaient avoir des rapports sexuels suivis, et aucun d'entre eux n'avait été capable de révéler son statut. Dans une étude faite par des Suisses sur leur petite population d'adolescents suivis dans leur centre, 6 sur 10 des jeunes sexuellement actifs avaient informé le partenaire. Et pour des études qui ont pu être faites sur les grossesses, sur les jeunes filles qui ont donné naissance à un, voire plusieurs enfants, pour les jeunes que nous suivons, c'est 7 sur 8 des jeunes filles qu'on suivait donc, au moment de ce papier-là qui avaient informé leur partenaire. Mais dans une autre étude en Angleterre, c'était la moitié seulement des partenaires des femmes qui avaient commencé à avoir des enfants
jeunes femmes issues d'une transmission materno-fétale et d'un suivi pédiatrique qui avaient informé. Tout ça, ça montre quel est le travail. Vous voyez l'hétérogénéité des chiffres. Ces chiffres, ils ne tombent pas de n'importe où. Ces chiffres, ils reflètent quel travail on fait au long cours et de façon répétée. Le message vous en a été passé par Sidonie tout à l'heure, avec les jeunes, pour les aider à apporter ces questions. C'est sûr que si on n'aborde pas ces questions, ça n'évolue pas tout seul pour son propre compte dans la bonne direction. Alors, je vais rapporter quelques témoignages des jeunes, rapportés par Nadine Trocmé, la psychologue avec laquelle je travaille, au cours d'un colloque que nous avons fait à l'hôpital Trousseau en avril dernier. J'ai mis dans la fin du diaporama le site sur lequel vous pouvez vous porter pour avoir ces communications dans leur intégralité, mais aussi apporter quelques ouvrages qui ont été édités à partir de ces paroles de jeunes séropositifs. C'est sûr que la sexualité, pour eux, n'est pas une partie de plaisir. Je le mets vraiment à bon escient, c'est-à-dire qu'on pense bien que normalement, sexualité doit aussi quelque part aller avec plaisir. Pour eux, on n'en est pas encore à être une histoire de plaisir. On en est à peut-être une norme dans laquelle on essaye de rentrer. On n'en est pas là encore. Il y a la question qui a été ramenée tout le temps. Quelqu'un disait tout à l'heure, quels sont les objectifs en fonction de l'âge? Eh bien, un des objectifs à un moment, c'est bien que nous, en tant que médecins, on vit cette sexualité comme dangereuse et on passe ce message de dangerosité. Et d'ailleurs, pour les parents, c'est souvent le message qui les motive dans l'annonce à leurs enfants plus que le bien-être réel de l'adolescent qui les motive. Donc, cette sexualité dangereuse est un vrai problème et c'est angoissant. Et s'associe à ça le fait de le dire et de partager ça avec la personne qu'a priori on aime le plus. Et on n'oublie pas non plus que c'est des jeunes qui arrivent à l'adolescence ou à l'âge adulte avec des pertes importantes. Ils ont souvent perdu leur mère, leur père, quelquefois des frères et sœurs. Donc, ils sont plus fragiles, ils sont plus affectivement vulnérables. Et donc, être rejetés quand ils vont commencer à être amoureux va être une blessure profonde sur laquelle on doit les aider. Donc, je vous ai inscrit plusieurs témoignages. Vous voyez que ça, c'est typiquement justement un témoignage de garçon qu'on entend dans de nombreux cas. Je peux sortir avec des filles, mais en fin de compte, c'est moi qui casse avec elles, parce que j'imagine que si je lui révèle, elle ne prendra pas bien ou des choses comme ça, ou qu'elle en parlera à sa famille et que sa famille sera contre. Et à ce moment-là, on préfère s'éloigner un peu. Et voilà nos 68% de ce qu'on regardait tout à l'heure. Mais d'autres ont plus confiance. Ils disent c'est une question de confiance. Si on voit que la personne a de la maturité, on peut essayer de se faufiler, le dire petit à petit. Et si elle tient vraiment à toi, elle restera forcément. Ça dépend de la façon de penser. Si l'information est bien passée, ça roule. Ça, c'est vrai que l'attitude qu'on a quand on se confie a un impact important sur la façon dont le message est reçu. Un autre qui dit « Le problème ne vient pas toujours des autres, je me demande toujours comment en parler avec mon copain, je refuse qu'il me touche, donc c'est cette conduite d'évitement. » Mais bien sûr, c'est d'autant plus brutal qu'ils ont pris en pleine tête l'annonce tardive à l'adolescence et qu'ils sont encore sous le choc de cette annonce tardive, bouleversante et qui les a traumatisés. Voilà, l'autre qui dit « Moi, je l'ai su à 16 ans, pendant la puberté, ça frappe direct, je l'ai reçu en pleine face. » Voilà, ça c'est la blessure violente de l'annonce tardive. Quand j'ai su que j'étais séropositive, j'ai immédiatement rompu avec la fille dont j'étais très amoureux. Elle n'a pas compris, elle a cru que j'avais quelqu'un d'autre dans ma vie et c'était un peu vrai. C'était le sida que j'avais dans ma vie. Voilà, c'est comme si je l'avais trompée, j'avais honte. Ça, c'est absolument ça le quotidien des jeunes avec lequel ils vivent. Avec le côté qu'ils n'ont pas dit, mais là, dans les témoignages retenus, mais que j'ai déjà entendu dire à plusieurs reprises, c'est qu'il est mal connu par la population générale qu'un jeune peut être infecté depuis la naissance et être physiquement bien portant et jeune adulte. Et donc, quand ils ont réussi à s'ouvrir de ça à leur amoureux, à leur amoureuse, eh ben, l'autre ne le croit pas. L'autre ne pense pas que c'est vrai qu'ils ont le VIH depuis la naissance. Ils pensent qu'ils ont déjà couché avec quelqu'un d'autre alors que ce n'est pas vrai.
et voilà, ou un garçon, que peut-être qu'il est homosexuel ou quoi. Donc on projette sur eux des choses qu'ils ne sont pas et qui les blessent au plus profond d'eux-mêmes, puisque c'était à la personne la plus précieuse qui s'était confiée. Et donc vous voyez encore toutes ces questions qui montrent aussi le souci autour de la contamination, voilà, avec l'absence, mais avec aussi du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on se protège, mais qu'il y a une rupture d'un coup et qu'on ne l'a pas dit, dans quel souci on est. Alors, il y a la question du souci, mais il y a la question d'une perche aussi. Moi, ce que je vois dans l'expérience qu'on a, c'est que beaucoup des jeunes filles, ça ne m'est jamais arrivé, enfin si, c'est arrivé dans le sens, mais surtout des jeunes filles, ont amené leurs compagnons avec le prétexte de la rupture de préservatif pour utiliser la structure médicale pour participer à l'annonce aux copains. C'était en fait une façon de se mettre à plusieurs pour parler de cette chose difficile. Dans l'autre sens, c'est plutôt en fait une fille qui sortait avec un garçon séropositif qui avait 18 ans et qui ne le savait pas parce que sa mère ne voulait pas. On parle de l'historique, mais de choses qu'on a vécues aussi nous, donc on sait bien de quoi on parle. Pour elle, il n'était jamais prêt, c'était jamais le moment. Quand je disais qu'il fallait qu'on avance, le médecin de la maman disait « Mais comment? Mais enfin, vous déprimez ma patiente et tout ça. » Enfin bon, donc on avait encore des choses. Je disais, elle ne voyait pas grandir. Le garçon, il faisait déjà son 1m90 et il ne savait toujours pas. Toujours est-il que quand la première fille avec qui il est sorti, c'était une pharmacienne. Quand elle a vu qu'il avait des antirétroviraux, elle s'est posé quelques questions et voilà. Donc, tout ça pour dire que après, ils peuvent avoir même des questions un petit peu plus sophistiquées. Quand la porte est ouverte et qu'on sait qu'on peut parler de sexualité, après, on peut en parler avec plus de détails sur les préliminaires, sur les différentes pratiques sexuelles, celles qui exposent, celles qui n'exposent pas, mais aussi comment est-ce qu'on peut faire un bébé le jour où on voudra en faire un. Ce n'est pas forcément la question tout de suite, mais si on veut, est-ce qu'on pourra et comment? Alors, tout ça, comment on aide? Comment on aide? On aide déjà en commençant les choses dans le bon sens, c'est-à-dire en révélant le diagnostic suffisamment précocement pour que, après, les questionnements qui sont propres à leur âge s'inscrivent en temps et heure et que, du coup, les besoins propres de connaissances en rapport avec le VIH se réadaptent en fonction de ces besoins propres et du coup on aborde d'autres sujets. On a tous ces sujets-là à aborder à l'adolescence. Donc si on sait déjà VIH, au moins on peut parler de tout ça. Tandis que si on doit tout faire d'un coup, c'est, vous imaginez bien, la Kalachnikov. Donc, voilà, information régulièrement reprise sur les conséquences sur la vie future. Alors, le côté blessant du ressenti d'un corps contaminant qui favorise la mauvaise estime de soi, le repli sur soi, ou au contraire des conduites à risque très actées qui peuvent être au contraire dans l'extrême inverse. Il faut rassurer filles et garçons sur leurs possibilités réelles de sexualité à moindre risque et d'avoir des enfants aujourd'hui pour autant qu'ils continuent avec un suivi et un traitement antirétroviral correct. Il faut réinvestir ce corps, et donc ce corps, quand on a traité un enfant depuis la petite enfance et qu'on l'a suivi, le corps est normal. Quand on a ces prises en charge tardives, on en parlait encore ce matin, on a des petites tailles et des images du corps altérées pour autant avec lesquelles il faut travailler. Voilà. Dire aussi dans nos messages que le préservatif préserve l'autre, mais aussi de l'autre. Il n'y a pas que lui qui est contaminant potentiellement, l'autre peut l'être. Et puis, voilà, les ARV. Le dernier chapitre, et chapitre sur lequel on reviendra beaucoup dans les cas cliniques cet après-midi, parce que quand on vous a demandé les cas cliniques sur annonce et conduite à risque, c'est bien clair que ce qui nous pose à tous le plus de problèmes, c'est les situations graves d'inobservance thérapeutique, c'est celles qui nous blessent le plus, qui nous atteignent le plus et sur lesquelles on espère essayer d'avoir des actions.
Donc, on va en parler à grosses lignes, et puis ça sera vraiment repris dans les ateliers cet après-midi. L'inobservance est pour l'adolescent le seul moyen dont il dispose pour s'exprimer. C'est une expression par l'acte de toutes ces problématiques qui sont là, et c'est aussi une façon d'entrer dans l'autonomie. Ne pas faire ce qu'on vous dit, c'est déjà le premier pas vers devenir adolescent. Donc il y a une partie physiologique dans l'observance, et comme toute physiologie, on voit très très bien que quand on prend une population tout venant d'adolescents dans une consultation VIH, il y a 25% d'hyper-observants, 25% d'épouvantablement inobservants et 50% de entre les deux qui sont le plus souvent bien et puis quelquefois pas bien. Et c'est avec ça qu'on travaille et avec des questionnements. Qu'est-ce qui se passe si le traitement est interrompu? Il y a les risques de maladies opportunistes, de charge virale, de transmissibilité, mais aussi le suivi s'espace. Dès que le traitement est interrompu, et il y avait eu à des moments des pratiques où on disait qu'il valait mieux un traitement non pris qu'un traitement mal pris, chose sur laquelle on est complètement revenu, c'est tout à fait has-been comme attitude, il ne faut pas rester sur des genres de choses comme ça, mais là encore, ça se réfléchit au cas par cas, bien sûr, on a tous des histoires de chasse là-dessus, mais quelqu'un qui n'a plus de traitement à aller chercher à l'hôpital, il n'y vient plus. Ce n'est pas vrai qu'on vient faire des bilans. Les bilans s'espacent et après on arrête de les faire. Et après, quand on veut reprendre le traitement, on n'arrive pas, c'est plus difficile psychologiquement et physiquement. Alors, quand le traitement est irrégulier, bien sûr, il y a les risques virologiques, la création de mutations de résistance. J'ai Marie-Laure dans ma ligne de mire, avec des mauvaises observances dont l'impact va être plus ou moins variable en termes de création de mutations et particulièrement, effectivement, plus important. C'est-à-dire que pour un même comportement d'un même adolescent, si il arrête son traitement du jour au lendemain, comme les adolescents le font, et puis il le reprend éventuellement la veille ou l'avant-veille de la consultation, l'impact créé par ce comportement créera plus de résistance si son traitement était des inhibiteurs non nucléosidiques que si son traitement était des antiprotéases. Et puis alors le problème, c'est que quand il reprend son traitement, là, il va avoir les effets secondaires et donc il va avoir la validation de sa logique. Quand je ne prends pas mes médicaments, je vais très bien, et quand je prends mes médicaments, les médicaments rendent malade. Donc la logique est là, la boucle est bouclée, et on ne va pas reprendre des médicaments qui vous rendent malade. Donc des études ont été faites sur l'observance des adolescents et qui sont éclairantes. Une qui va être bientôt publiée dans les archives de pédiatrie qui avait été communiquée à la FRAVI d'une équipe belge et qui comparait un petit peu les comportements d'adhésion au traitement des adolescents par autoquestionnaire et par suivi immunovirologique. Et vous voyez bien que si on se base uniquement sur la charge virale pour décréter la charge virale est bonne, il est observant, la charge virale n'est pas bonne, il n'est pas observant, eh on sous-estime tout à fait la réalité, puisque vous voyez qu'il y avait en gros la moitié des patients qui avaient une observance parfaite, alors que 80% avaient une charge virale indétectable. Donc ça veut dire que 30% de ceux qui avaient une charge virale indétectable avaient une observance aléatoire. Et c'est important de le connaître en tant que tel. Et ce qui les souciait le plus, c'était soit qu'ils oubliaient tout simplement sans autre chose, soit qu'ils avaient peur d'être vus lors de la prise des ARV et que ce n'était jamais le bon moment pour les prendre. Après, les choses qu'on voit bien, c'est la comparaison de comportement entre un adolescent et un adulte, quand même étant pris en charge dans des mêmes structures par des mêmes médecins dans un même environnement médical. Et ça, que ça soit fait aux États-Unis ou que ça soit fait en Afrique du Sud ou à droite ou à gauche, on voit la même chose. On a en moyenne à chaque fois 2 fois plus d'échecs dans la population adolescente et jeune adulte, si on va jusque vers 24-25 ans, avec du coup une observance parfaite, moitié moins bonne chez les adolescents que chez les adultes. Ça montre bien la nécessité de les accompagner d'une façon particulière. Alors, quelle proposition? Quand on a une mauvaise observance avérée prolongée, j'allais dire que notre efficacité, elle est limitée. C'est un peu comme la malnutrition sévère. Quelquefois, on sera en échec complet
même ayant mis tout ce qu'on peut mettre autour. On aura beaucoup de frustration, mais il faut rester persévérant. Et quelquefois, c'est si le jeune vit encore, dans 5 ans et dans 6 ans, que ça va aller mieux, mais il peut mourir en chemin, bien sûr. Ça, c'est des jeunes qui ont eu des très, très grosses blessures existentielles et où les blessures se sont passées les unes après les autres, n'ont pas été prises en charge en temps utile, et on écope tout à l'adolescence de ce qui a été semé dans les premières années. Alors bien sûr, il faut essayer des choses, il faut être là, il faut rester présent, et puis essayer avec les réunions familiales, avec des internats, avec des centres médicalisés, avec des approches créatives de nouveaux endroits, d'assurer un étayage qui va leur permettre de s'exprimer et au moins de rester vivants en attendant qu'eux-mêmes puissent reprendre le dessus. L'observance irrégulière, c'est le cas le plus fréquent, et c'est celui où il faut donc être bien au clair sur la maladie, bien reprendre les explications utiles de la maladie, du virus et des traitements, et puis écouter les besoins d'autonomie, revoir le schéma thérapeutique, leur rythme de vie et comment on s'adapte. Et puis, s'ils vont très bien, comme on n'est jamais satisfait, c'est même encore un problème. Ceux qui sont hyper observants tout le temps, sont souvent encore infantiles dans leurs réflexions. Et là aussi, il faut réfléchir à en faire des adultes. On n'est pas là que pour être observant, on est aussi là pour devenir humain. Donc on n'est jamais content, mais ce travail-là, il doit être fait. Et donc, pour conclure et pour que vous ayez dans vos documents, le colloque Adolescence et VIH qu'on a fait, qui est sur le site de notre Corévie Île-de-France Centre. Il y a des réunions que nous faisons à peu près 4 fois par an à Paris et dont les comptes rendus de réunions sont sur le site de la SFLS, la Société française de lutte contre le sida. Donc vous pouvez voir les débats, les cas cliniques, les choses, les échanges. Voilà. Sur Grandir, il y a quelquefois des cas cliniques, il y a aussi quelques numéros sur la problématique adolescente. Et vous pouvez aussi, puisque je l'ai cité tout à l'heure, vous mettre sur le site d'Afravi pour revoir les derniers débats et tables rondes et abstracts qu'il y a pu y avoir sur les adolescents. Voilà.